Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 120 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Sara de l'École des savoir-faire Artezane. Si vous êtes fan d'art du fil, vous connaissez déjà sans doute Artezane, qui est une de nos marques fortes dans le secteur des loisirs créatifs, avec une super aventure qui dure depuis bientôt 10 ans. Artezane propose de nous accompagner pour monter en compétence dans les arts du fil, les arts graphiques et les arts culinaires grâce à des cours vidéo d'une grande qualité. Avec Anne-Sara, on a parlé des débuts d'Artezane, du concept novateur à l'époque, des rencontres décisives qui ont façonné l'entreprise et de sa philosophie marketing. Alors oui, philosophie et marketing, c'est deux noms qui sont assez opposés, et d'ailleurs, je les ai jamais utilisés ensemble, mais ça me semblait bien adapté ici. On a parlé des enjeux autour de la vente de produits immatériels, de la volonté de proposer une offre de qualité sans brader son travail par la suite, du marché du DIY très éclaté et du cheminement particulièrement difficile vers le marché de la formation professionnelle et des arts culinaires. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cet épisode avec Anne-Sara, donc je suis ravie de vous le proposer aujourd'hui. C'était passionnant. Mais juste avant de démarrer, je voulais vous parler quelques instants de la manière dont je peux vous accompagner pour développer votre activité Do It Yourself Pro, si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous avez besoin d'aide pour la faire grandir, cette activité. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, ça va vous paraître un peu abrupt, ok, alors je vous fais un mini résumé. Moi j'ai toujours travaillé dans le marketing, j'ai 42 ans, j'habite à Grenoble, je suis la maman de 2 ados et je suis une grande fan d'art créatif depuis des années. Je suis tombée dans le monde du podcast il y a quasiment 5 ans maintenant, car j'étais trop curieuse de connaître l'envers du décor des créatrices que j'adorais suivre sur Insta. Aujourd'hui, après beaucoup de travail, c'est mon métier à temps plein. J'anime ce podcast et je poursuis mon activité de conseil en marketing et en stratégie, mais cette fois-ci pour des marques du do-it-yourself exclusivement, et à mon compte désormais et non plus salarié. Pour celles et ceux qui ont une petite voix dans leur tête qui leur dit « Ah tiens, moi aussi j'adorerais créer ma petite marque et vivre de ma passion pour le do-it-yourself ». Et également pour celles et ceux qui l'ont déjà écouté cette petite voix, si vous ne savez pas par où commencer, quel statut juridique choisir, comment être visible et se démarquer des consoeurs et des confrères, calculer vos prix, choisir vos canaux de vente, comment prioriser. Donc pas seulement si vous en êtes au début et que vous avez déjà lancé les choses, je peux vous aider. L'accompagnement que je propose s'organise autour du livre Mon entreprise créative, d'un cahier de réflexion, d'ateliers individuels ou en petits groupes et d'un programme audio de formation. Tous ces supports sont là pour vous guider sur ce chemin de l'entrepreneuriat créatif, sans fausses promesses, mais avec beaucoup de bienveillance et de partage. Pour découvrir le détail du livre, du cahier de réflexion, des ateliers ou du programme audio, je vous donne rendez-vous sur podcastfemain.fr. Allez, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Anne-Sara, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue! Merci Mélanie, c'est moi qui suis ravie d'être là. Bon. Alors, on va parler ensemble forcément d'Artezane, cette aventure que tu as démarrée il y a combien de temps maintenant? Ça va faire 9 ans, ça fait 9 ans. 9 ans. ans. Donc, ouais, 9 ans. Bon, Mais il y a eu une première année seule et puis après, voilà. ouais. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Anne-Sara Balus-Samuel, j'ai 37 ans et demi, comme diraient mes enfants. J'ai fondé donc Artezane, qui est une entreprise de cours en ligne dans le domaine des arts et loisirs créatifs. Je suis mariée, j'ai 5 enfants, en tout cas c'est ce qui est marqué sur mon état civil. Et à titre personnel, je couds, je tricote, je brode un peu et je fais de la céramique, de la poterie du Tour. Voilà. Bon, et j'ai cru lire très récemment dans un des derniers posts Insta que forcément tu avais, comme tout le monde, tu courais un peu après le temps. Et puis avec 5 enfants, j'ai envie de dire, tous ceux qui en ont déjà un se disent je n'y arrive déjà pas avec 1 ou 2 enfants, mais avec 5 enfants, j'imagine bien que ton temps est compté. Ton temps de création, ton temps de Oui, loisir.
Effectivement. C'est ça qu'on nous dit pas avec les enfants, en fait. Moi, je me souviens On que n'aura quand je plus le temps faisais de rien. des études marketing pour le lancement de Artisan, on me disait: «Ah, mais le premier enfant, c'est le moment où on se met à quelque chose de C'est créatif». vrai. Ou le Parce que mariage. oui, ou le mariage, exactement. Alors moi, pour le mariage, c'est vrai, mais pour les enfants, c'était plutôt l'inverse. Hem, déjà, il faut être, honnête, j'aime pas trop coudre pour mes enfants. Moi, au départ, ma passion Oui. créative, c'était vraiment la couture et C'était j'aime pour pas toi. comment? Oui, T'aimais c'était la pour couture moi. pour toi. C'était mon moment, donc mes pauvres enfants, je leur couds rien du tout, Mais tu es pas la et première à me dire ça, hein. non et puis en plus, et bah, oui, non, en fait, j'ai manqué de temps et puis c'est un espace la couture, et puis tu sors tes épingles, tu sors tes et comme j'en ai, en bas âge encore, Ouais. j'ai toujours des enfants qui crapahutent par terre et cetera, qui me laissent pas une seule seconde. On dit que quand on est parent, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes seul, alors, coudre seul, c'est c'est mort donc oui, c'est un peu ma frustration, Ouais. parce que si j'ai fondé cette entreprise, c'est aussi que j'aime ça à titre personnel, J'imagine. beaucoup. Et donc, de voir tout ce qu'on peut faire, que ce soit avec ses cours, enfin je Bah oui, vis, je tu le nez travaille dedans. dans la Ouais, ouais. créativité et moi je peux pas. Et donc oui, je me suis mise au tricot pour ça, mais et ça commence à un peu ça me soulage un peu. Je peux Ouais. enfin m'exprimer. Parce que l'idée, c'est que le tricot, tu peux l'emmener un peu plus facilement partout et du coup, tu peux tricoter 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Contrairement Exactement, à je sortir peux la faire machine et 1 comme tu ou disais 2 rangs, j'arrive même à tricoter, en allaitant, voilà donc c'est presque vital. Je me jette sur mon tricot et je ouais, peux devenir mauvaise quoi. Si j'ai oublié mon tricot, on rebrousse chemin, enfin non, j'ai besoin de ça. Voilà. très bien. Je sais pas si tu connais, le site, et l'équipe, Les Fabuleuses au foyer? Oui, oui, Et ben justement, un des derniers, emails, du matin ou un des derniers articles que j'ai lus, c'était justement sur la créativité et tu vois, le rapport entre burn-out et créativité. Et en me disant finalement les mamans créatives, sont-elles, plus ou moins en burn-out? Et en me c'est une disant, très bah, en bonne fait, question. c'est une porte de sortie, enfin une porte de sortie, une fenêtre sur la liberté, enfin je sais pas comment le dire, mais tu vois, un truc où en fait, c'est aussi un moyen de se recentrer, de se ramener à soi et ouais, prendre du temps en fait pour soi. Ouais, mais je trouve que c'est une super question. Moi, je pense que ça me sauve un peu du burn-out, Mmh. et c'est pas étonnant que je me sois mise, au tricot récemment avec, bah, comme quoi avec la 5e, mais j'avais essayé toutes les grossesses, hein, il faut dire la vérité. Mais avec la 5e, parce que c'était une période extrêmement chargée chez Artisan dans ma Mmh. vie et tout et je pense que je savais j'a vraiment j'avais besoin de ce moment de créativité pour tenir le choc parce que je le Mmh. tenais plus en fait, mais en même temps, parfois, je me dis encore une couche obsessionnelle parce que les gens qui sont Ouais. créatifs en général, ils pensent qu'à Mmh. ça et cetera. Encore une couche obsessionnelle que je me mets où je veux tout De faire. plus. Je veux, je veux avoir le temps d'être créative à fond, je veux faire mon travail, je veux faire et je pense que parfois ça peut alors ça peut pousser au burn-out. Je mets des Mmh. je dis ça avec des pincettes, mais ou plutôt que les créatifs ont des tempéraments à burn-out parce qu'on veut faire plein de choses, qu'on est en soif d'idées, enfin qu'on est en recherche d'idées permanentes, qu'on a un cerveau en ébullition, qu'on a envie de tout mener à bien, et que du coup parfois Ça peut on générer un peu de oublie de frustration. s'arrêter. Mmh. Ça génère de la frustration, on oublie un peu de s'arrêter, on oublie de rien faire et Mmh. donc je dirais que c'est entre les 2. Pour moi, la Ouais, c'est vrai. créativité, j'ai longtemps dit que c'était complètement libérateur et je le pense vraiment, hem et en même temps, voilà, Ouais, je oui, pense non, que mais il y a c'est cette ambivalence, ouais, je suis carrément ouais. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai que quand on va pas bien, de se remettre simplement sur des loisirs aussi simples, ça permet parce que tu vois, des fois, je me dis: «Ah bah tiens, j'ai envie de coudre, mais je sais pas coudre. Je sais pas quoi coudre». Ou alors j'ai envie de faire, enfin, tu vois? Heu et là récemment, j'ai fait des choses, très simples, hem, en termes de création. J'ai acheté un cahier, où tu sais, c'est des mandalas et tu n'as que à repasser, c'est même pas à colorier, tu n'as que à repasser sur les lignes.
Donc bon, en termes de créativité, on a fait mieux. Mais finalement, il y a un côté satisfaisant parce que tu fais juste ton dessin, tu as juste à repasser sur les lignes. Moi, j'écoute un podcast en même temps, donc j'ai pas l'impression, ni de perdre mon temps, ni quoi que ce soit. Et puis, il y a autre chose, c'est la peinture au numéro. Là, c'est pareil, toi, t'as pas besoin de création en tant que telle, mais tu ne fais que appliquer la peinture au bon endroit, tu vois, la bonne couleur au bon endroit. Donc, c'est bête, Mais mais ça marche vachement. écoute, moi je trouve qu'on a intérêt à pas se mettre la pression, c'est-à-dire à revenir. Poésie, poiein, c'est faire en grec. Donc créer, c'est faire. Et donc c'est pas tout de suite être artiste, c'est être dans le faire, Mmh. investir ce qu'on fait. Et après, je remarque que, alors je sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais on a tu vois, tu l'as dit à l'instant, t'as dit, ah, mais quand je fais non, c'était pour les mandalas, quand je fais du mandala, je mets un podcast, comme ça, j'ai pas l'impression de rien Et de faire. rien faire, On ouais. a un peu la peur de rien faire. Et je te dis Ouais. ça, Mmh. moi, dès que je tricote, je mets un livre audio Mmh. en même temps, et je me dis comme ça, en plus, je profite de mon autre loisir préféré, qui est la lecture. C'est ça. Mais oui, je pense, les créatifs ont horreur du vide. Ouais, c'est clair. Et Ouais, en ouais. même temps, Mmh. on investit, c'est peut-être je crois que les Japonais savent très bien faire ça, c'est investir le moment créatif, investir ce qu'on fait avec ses mains, investir ce temps-là complètement. Et c'est pas facile en fait. Je comprends pourquoi il y en a qui se mettent à méditer. Ouais, tu raison et c'est peut-être pour ça, je sais pas. Bah, tiens, vous nous direz, vous qui nous écoutez, est-ce que vous méditez? Est-ce que vous Oui, n'arrivez à rien faire? À ne est-ce que faire vous que y la arrivez? méditation? Parce que moi, j'y arrive pas, mais je voudrais Ouais. vraiment. Moi, ça m'attire pas beaucoup non plus. Enfin, je comprends le concept, et je pense que j'ai C'est déjà ça. dû essayer 1 ou 2 fois, mais ouais. Ouais, c'est intéressant. Oui et puis quand tu dis la peur du vide aussi, spontanément, je pense à tous les achats que tu fais. Des fois de manière un peu compulsive. Moi, j'essaye d'être dans une consommation raisonnée au quotidien, mais alors les loisirs créatifs, c'est chaud, quoi. De se dire, «Non, mais j'ai pas vraiment besoin de ce tissu supplémentaire. Mmh. J'ai pas vraiment besoin de ce truc, qu'est-ce que j'ai acheté?» Tu vois, j'ai encore, je suis passée à Cultura là. Moi, j'ai pas de Cultura à côté de chez moi, donc du coup, dès que j'en ai un à proximité, c'est obligé, j'y vais et j'achète des trucs. Mais et puis après, tu dis: «Bon, je vais faire ça avec les enfants». Ah bah, tu vois, là, on a pris des trucs pour faire des bougies, mais Moi, bon. mon point faible, c'est les enfants, je crois. Mmh. Effectivement, autant moi, maintenant, Mmh. beaucoup plus qu'avant les enfants, comme je sais que j'ai pas de temps, je me raisonne. Mmh. Euh, mais j'achète des trucs créatifs pour mes enfants, alors ils ont pas énormément de temps. Il faudrait mieux que j'en achète un et que je fasse bien. Donc ça, c'est et puis finalement, oui, enfin, déjà arriver à les canaliser et à faire un truc créatif à fond, mais je pense que je projette sur eux mes propres envies. Ça. Vous voulez pas qu'on fasse des bougies, les enfants? Comment ça, vous avez pas envie? Si, si, on va faire Eh des oui, bougies. c'est ça, exactement. Bon, alors 9 ans d'artisane, eh ben déjà, bravo, parce que, Merci. enfin, on s'en rend pas compte, mais avoir une boîte qui fonctionne aussi longtemps, ça relève quand même un peu du défi. C'est jamais Heu, gagné. ouais. Je crois savoir, que tu as fait HEC, à Paris Ouais. Mmh. et que tu alors c'est à peu près tout ce que je crois savoir. Le reste, est-ce que, tu étais, tout de suite dans cette logique de créer ton entreprise? Parce que HEC, donc Absolument ça pas. peut ouvrir à plein de choses, hein, mais pas forcément l'entrepreneuriat. HEC, ça peut ouvrir à plein de choses. Et puis j'ai fait HEC, j'ai pas envie de dire par erreur, mais au départ j'avais fait ni Hippocagne ni Cagne, donc j'étais plutôt Ah littéraire de ouais, ouais. formation. Plus que J'avais commercial, quoi. hésité avec l'enseignement. J'étais pas du tout commerciale, mais bon, comme je savais pas ce que je voulais faire et je savais que je voulais pas être prof, je m'étais dit bon, je vais passer les concours d'école de commerce et puis je me suis retrouvée là et j'ai fait une drôle de tête quand il a fallu faire des méthodes quantitatives, de l'Excel, etc. Et c'est pas mon point fort, hein. C'est pas du tout mon point fort. Je crois que mon point fort n'est d'ailleurs pas d'être commerciale. Paradoxalement, on s'attend à ce que je sois la gestionnaire de la boîte ou en tout cas Oui, la oui. businesswoman. Et moi, j'avais ni l'ambition d'être entrepreneuse, ni l'ambition de vendre quoi que ce soit. Mmh. Ce qui me plaisait, c'était de créer. Et peut-être que c'est pour ça, au fond, que j'ai créé Artisane. C'est parce que, encore une fois, j'étais dans une dynamique créative. Donc,
j'ai pas trouvé ma place en tant que salariée. J'avais envie de faire quelque chose. Et on oublie parfois que c'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est pas juste monter un business, c'est avoir une idée et lui donner corps. Et en fait, on est exactement dans la même démarche. Moi, je me sens pareil quand je crée une boîte que quand je crée un modèle en couture. En fait, je pense que Ouais. ça active les mêmes Les mêmes zones dans le les mêmes cerveau, peut-être? endorphines, le même plaisir chez moi. Mais en revanche, le business, c'est pas mon truc. Bon, alors J'ai fait HEC, je sais pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai fait du droit après parce que je me disais tiens, je suis littéraire, donc je vais faire un double cursus, je vais être avocate. Et d'accord. puis finalement, j'ai bifurqué parce que je cousais beaucoup. Que je voyais qu'il y avait des trucs de formation en anglais et que ça m'énervait de rien trouver en français, Mmh. que j'avais une vie de dingue et que j'avais besoin de trouver des formations qui se concilient avec ma vie à moi de dingue. Et donc, on dit que parfois on a des idées qui répondent à nos propres besoins et Artisan en est une, en fait. J'ai répondu à mon besoin qui était de pouvoir avoir des cours de qualité parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre et que j'adorais ça et que je voulais creuser plein de sujets, mais de pouvoir le faire où je voulais, quand je voulais, parce que j'avais pas une vie qui s'adaptait à aller suivre 6 heures de cours par semaine Oui. en plein milieu de la journée. Donc voilà, c'était pas du tout contre d'ailleurs les cours présentiels. J'en suis moi-même de temps en temps. Je pense que c'est très complémentaire Ah, super. et voilà. Mmh. Et donc tu disais au départ, tu as créé l'entreprise, tu étais tout seul? Ça a duré, 1 an, c'est ça? Oui, alors j'étais toute seule pendant toute la partie business plan, D'accord. c'est-à-dire tout ce moment où il a fallu jongler avec des tableaux Excel justement. Heu donc j'ai intégré l'incubateur d'HEC bien après être sortie de l'école. Ouais. Mmh. C'était quelques années après et donc en fait HEC m'a servi à ça. HEC m'a pas servi sur le moment, HEC m'a Mmh. servi après quand il a fallu développer un réseau, quand Ouais. il a fallu rencontrer des personnes. Et là, j'étais toquée à l'incubateur d'HEC. Il y avait un petit processus de sélection. Ils ont adhéré au projet, donc ils m'ont gardée avec eux pendant 9 mois. Et pendant ce moment, c'est le moment où on est seul, mais où une structure permet de rencontrer des gens, de challenger ses idées, Mmh. et voilà. Et d'ailleurs, par rebond, c'est comme ça que j'ai rencontré Alban Créative, donc l'entreprise qui est notre prestataire audiovisuel depuis le Mmh. début et avec qui même on partage désormais nos locaux. Donc ça a permis des rencontres fondatrices. Et puis au bout d'un an, j'ai levé un peu de fonds auprès de business angels privés. Mmh. J'ai mis mes propres fonds et ceux de mon mari parce qu'il y avait quand même un coût d'entrée assez cher sur de la vidéo, Ouais. surtout à l'époque. Mmh. Et on a tourné des premiers courts tests. On a monté un site à l'époque de briques et de broc. Avec mon mari et mon cousin, on a mis ça et puis on s'est lancé aux créations et savoir-faire avec un petit stand de 2 mètres carrés et voilà. Génial. Et tout de suite, dès le départ, hein, tu t'étais dit, «Il me faut une équipe», alors pour la partie, captation vidéo, fatalement, mais, est-ce que pour le reste, tu t'es projeté tout de suite sur, avoir une équipe, aujourd'hui vous êtes 20-25, c'est ça? Une vingtaine, ça Ouais. varie, mais c'est dans ces eaux-là. Écoute, non, pas du tout. Je me suis même dit, enfin, oui, je me suis projetée sur le fait que je voulais que ça soit une entreprise qui grandisse, et cetera. Je le savais que sur Mmh. le business model que j'avais imaginé, c'était pas possible autrement. De faire tout toute seule. De faire tout toute seule, c'était impossible. Je dirais qu'il y a eu plusieurs choses et que voilà, on fait jamais ce qu'on avait exactement prévu. J'avais prévu d'acheter du matériel vidéo et de Ah faire d'accord. et donc Mmh. là, c'est l'inverse qui s'est Mmh. passé, grâce à cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît plus trop novateur, mais à l'époque, les cours vidéo, ça n'existait pas beaucoup et encore moins dans ce domaine-là. Il y Mmh. avait même pas il y avait à peine, c'était le début des tutos YouTube, il y avait pas de vidéos sur Instagram. Enfin, je nous remets dans le contexte. Donc la Bien vidéo, c'était sûr. pas Mmh. quelque chose de classique pour ça. Donc d'en Même faire, la formation e-learning, c'était oui, encore, c'était les balbutiant, débuts, hein. complètement Ouais. balbutiant, ouais. Donc
J'ai rencontré très vite Marie-Gabrielle, qui est donc notre directrice artistique, et ça, je dirais que c'est ce qui a différencié Artezane fondamentalement, parce que on a dit, et fondamentalement de ce que j'avais testé moi-même enfin les modèles américains dont je te parlais tout à l'heure, on s'est dit, bah, il faut que le contenu qu'on crée ait un écrin, que le contenu corresponde au contenant, et que tout ce qu'on va créer, les modèles pour les cours, ça vienne de nous. Parce que on pourra produire plus facilement, et donc Marie-Gabrielle, elle a fait les arts déco, elle sortait d'école à l'époque. Elle est venue pour un logo et elle est toujours là. Elle a fait un peu plus qu'un logo, du coup. Mais donc c'est la première personne qui arrive dans l'entreprise, et elle m'aide à donner le ton qu'on veut pour Artezane, parce que si on regarde, et je dis ça sans, je sais pas si c'est le choix le plus rentable que j'ai fait, mais c'est un choix, j'ai presque envie de dire un choix un peu français, ou dans le sens où on a une forte sensibilité artistique, etc. Et donc c'est pas, si on regarde d'autres entreprises de cours en ligne dans ce domaine à l'étranger, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus standardisé dans leur charte graphique, dans leur façon de fonctionner. C'est peut-être un peu plus rentable, hein, on va se dire forcément les choses, que d'avoir un pôle couture en interne, de vouloir faire nous-mêmes plein de choses, plein de créations de modèles et tout. Mais c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait la spécificité d'Artezane aujourd'hui, et ce qui fait que peut-être aussi des entreprises concurrentes ont plus de mal à trouver leur marque en France, parce que je sais pas, je pense que la standardisation à l'extrême, ça plaît moins en France sur ces domaines-là. Voilà. Mais c'est un ressenti. Ouais, ouais, ouais. C'est pas fondé rationnellement. Peut-être que je me plante complètement. Écoute, j'ai envie de dire, il y a que l'avenir qui pourra nous dire, mais et en même temps, Artezane a déjà 9 ans, et Ouais. d'autres entreprises de formation en France, enfin qui étaient étrangères et qui ont essayé de s'implanter en France. Alors je vais citer quand même forcément Domestika. Mmh. Domestika ne sont restés qu'1 an en France, avec des Oui, bureaux en France, avec une équipe de tournage en France. exactement. Ils avaient une équipe de tournage, des bureaux, et d'ailleurs, je parle de Domestika sans animosité aucune, parce qu'ils ont une offre qui est intéressante. Mmh. Je pense que c'est un peu ça qui leur a manqué, et on est Mmh. loin d'être Domestika. On fait pas les centaines de millions d'euros de l'entreprise Mmh. à l'international. On a un fonctionnement très artisanal. On est un peu le petit village gaulois. Gaulois, les irréductibles. Mais, mais oui, on a une communauté très forte, on connaît très bien nos clients, et on peut se permettre de faire des choses que j'en avais discuté avec le représentant français de Domestika, qui nous le disait nous-mêmes. Eux peuvent pas se permettre de faire des coffrets créatifs ou des choses comme Mmh. ça. Bah, ils ont, entre Ouais, guillemets, c'est pas le raison. même métier. C'est pas rentable. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qu'on a fait parce que le lien avec nos clients, parce que on pense que ça peut convaincre certaines personnes, parce que ponctuellement on trouve que c'est intéressant. Donc voilà, c'est pas un discours qu'il faut peut-être que je tienne devant les investisseurs, et en même temps peut-être que c'est ça le secret d'Artezane, c'est en France, c'est peut-être ça qui fait qu'on est en vie, je sais pas. On aurait pu Mmh. aller beaucoup plus vite, lever des fonds, standardiser, mais est-ce qu'on serait encore là? Ouais, ouais, ouais. Soit on serait beaucoup plus riche, soit on serait plus là. Ouais. Mais voilà, on a choisi Ouais, la ouais, mais troisième voie. effectivement. Ouais, ouais, c'est pas mais de toute façon, tout cet aspect, stratégique, il est évidemment, très compliqué. C'est toujours, facile, avec le recul, de quelques années, de dire: Ouais. «Ah bah, il est à ce moment-là, oui, on a vécu ça, peut-être qu'il aurait fallu faire ça» et cetera, mais sur le moment, c'est quand même très chaud. Et tu en as beaucoup parlé dans un live que tu as fait il y a quelques jours. Donc là, on enregistre, on est fin avril, donc vous pourrez le retrouver, c'était, je enfin, Je crois que je l'ai fait vendredi, il était complètement improvisé, oui. donc le 25 ou le 26 avril. Ouais. Tu as beaucoup parlé, justement du marketing, d'Artezane, de votre stratégie, de votre positionnement, et de l'acquisition. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement, c'est pas forcément un terme qu'on emploie comme ça, fréquemment. Donc, l'acquisition, tu disais que c'était vraiment votre enjeu sur le fait, d'aller chercher des nouvelles clientes,
Mmh. sur voilà pour qui vont aller acheter vos formations. Mmh. C'est sûr que si on reparle de Domestika, la stratégie, elle est très différente et puis les Ouais. autres aussi, hein, Mmh. YouSchool, qu'est-ce qu'il y a? WooSkill, et cetera, il y en a d'autres. La stratégie, elle est assez différente, où on est sur une stratégie, assez pushy avec beaucoup de campagnes publicitaires et aujourd'hui, c'est pas la voie que vous avez choisie et tu parlais même, Non. du budget marketing, donc pas du budget en euros, mais en pourcentage du chiffre d'affaires. Ouais. Hem, Oui, il se trouve que j'avais ce chiffre en tête parce que tu il avais faut quand regardé? même bien qu'à un moment je fasse mon boulot et donc j'avais analysé quelques jours auparavant nos dépenses marketing et quand je vois qu'on dépense hors salaire 3,5% de notre budget, Mmh, c'est c'est très très peu. faible, Mmh, c'est très peu. Alors mmh, pour plein de raisons, mais c'est très peu. Effectivement, on n'a pas une enfin, je sais pas si tu as déjà été reciblé par des pubs artisanes, ça nous arrive d'en faire, mais très peu. très Et peu. en revanche, quand c'était Domestika ou Skill, etc., qui sont pas exactement, ils produisent pas exactement la même chose que nous, mais en revanche, moi, je peux te dire que je recevais le moindre, je me connecte sur Instagram à un moment, donc quand ils étaient en Oui, oui, France, voilà, pareil, tout le temps. et tout le monde. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, ouais, parfois, on s'est dit, mais on va se faire bouffer. ouais. Euh, En fait, oui, c'est une question qu'on se pose depuis le début, l'acquisition, parce que c'est très difficile. Ouais, ce que je disais dans le live, c'est qu'effectivement, le Covid avait été un moment d'acquisition naturelle très fort qui avait un peu changé la donne pour Artisan, mais que sinon, on n'avait jamais connu de moment comme ça. Je sais que tu es dans le marketing, donc tu as peut-être plein d'idées, Plein. mais nous, ça a été vraiment on acquiert des prospects puis des clients peu à peu avec plein de petites briques, mais on n'a pas une solution miracle et surtout, objectivement, j'ai été assez transparente dans le live sur Insta. Pour nous, on trouve que c'est trop lent. Mmh. Dans le sens où euh, c'est trop lent par rapport à quoi? Bah, par rapport à on peut se dire qu'il faut croître raisonnablement et c'est notre cas, mais il y a aussi une sécurité, c'est-à-dire de se dire bon bah on a des élèves très fidèles, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui arrivent de façon permanente parce que bah nos élèves Il y a un flux fidèles peuvent d'entrée. avoir un peu moins de besoins à un moment et puis même nous on peut pas être tout le temps dans la production de nouveautés. Il y a aussi, Mmh. enfin Parce que vous avez déjà un donc catalogue de 400 formations, tu disais, hein, c'est énorme, hein? c'est ça, même un peu plus parce que Ouais. 400, c'est le chiffre que je dis au hasard au hasard, parce que c'était le dernier en date, Oui, la oui, dernière fois oui. que j'ai consulté, donc il a dû grandir depuis. Mais mais on peut pas être dans la production pour produire. Nous, on a envie de produire des cours de qualité qui répondent à des besoins, qui répondent à une stratégie éditoriale, mais on veut pas juste produire pour sortir de la nouveauté. Donc, même si nos clients sont super fidèles, adorent nos cours, rachètent, il faut aussi qu'il y en ait de nouveaux pour maintenir un chiffre d'affaires et puis même le faire croître un peu pour se permettre des projets qui sont moins rentables ou des choses comme ça. Et c'est souvent arrivé dans d'autres lives que je parle des projets parfois même moins rentables, mais qu'on fait parce que ça plaît à nos clients, et cetera. Et c'est un peu ce que je te disais, la philosophie d'Artisan, c'est quand même de faire des produits qui plaisent, même s'ils sont pas toujours dans l'ultra rentabilité. Oui, oui. Mais pour ça, il faut quand même avoir un certain nombre de Ouais. clients et d'où le besoin d'aller en chercher. Ouais, ouais. Donc c'est ce que tu expliquais avec les coffrets, mais j'imagine que la partie livre, c'est pas mieux? C'est Parce que ça. je connais le Oui, milieu de voilà. l'édition, donc Exactement. Bah, il y a en pas fait, de quand je pense raison à que ce ça, soit je pense différent. aux coffrets et je pense aux livres. Tous les cahiers artisanes, ils nous prennent plein de temps. C'est un travail de dingue. Euh, Si on enfin, mais c'est pas rentable en temps, hein, c'est pas rentable du tout, et surtout c'est quand on fait ça, on est une petite équipe donc on fait pas autre chose. Donc on fait plus ce qui nous fait gagner notre vie, donc c'est vrai que, bah, voilà, c'est un casse-tête et on a beau avoir 9 ans, on est quand même face à des problèmes qui sont parfois les mêmes qu'il y a 5, 6 ans, 7 ans et puis qui sont toujours, très complexes. On n'a pas Mmh. la recette miracle. Alors de toute façon, j'ai l'impression qu'il y en a pas vraiment, parce que sinon ça serait trop simple, on écrirait un bouquin Ah sur le oui. sujet et puis bim, tout le monde le ferait la même chose. Donc c'est bien plus complexe que ça, de mon point de vue
Et je me souviens, il y a quelques semaines, tu avais partagé un post sur Insta pour justement parler aussi de tout ça. Et moi, je faisais carrément le parallèle avec le podcast. Ton point sur ce post LinkedIn, c'était de dire pourquoi finalement les fans de couture, par exemple, si on prend les fans de couture, vont dépenser quelques dizaines d'euros pour un cours, alors qu'il y a autant de contenu, voilà, des tutos par exemple, donc qui est quand même pas un cours vidéo, hein, mais donc un tuto, Mmh. des patrons gratuits, etc. Comment on va arriver à faire ce shift entre les gens qui consomment du gratuit et puis les amener sur quelque chose de payant. Et donc moi, je Oui, faisais le parallèle très facilement bah, avec en le fait, podcast. oui, forcément, oui. Voilà, et donc moi aussi, je suis dans l'acquisition permanente et tu vois, j'ai le même sentiment que c'est une auditrice par une auditrice, un auditeur par un auditeur. Je veux pas froisser ces messieurs, mais dans la réalité, moi, je leur vends rien au départ. Donc, tu vois, j'ai encore ce truc de me dire, ah purée, non seulement je passe beaucoup d'énergie à assurer la communication du podcast et à faire venir des auditeurs, mais en plus, je touche pas 1 euro par Spotify ou Apple Podcast ou que sais-je, parce que j'ai des nouveaux auditeurs en fait. Je touche pas un centime d'euro, je touche rien du tout. Et donc finalement, l'acquisition, c'est toujours, enfin c'est toujours le nerf. Alors bon, comme tu disais, la fidélisation, ça coûte toujours moins cher de fidéliser un client que d'aller en chercher un nouveau. Donc ça, j'imagine que voilà, c'est quelque chose que vous travaillez déjà. Et puis en même temps, c'est ce que tu disais, t'as pas besoin non plus, enfin, et t'as pas envie que tes clientes artisanes, elles achètent 10 formations d'un coup. Ça n'a pas de Oui, sens. et c'est même pour ça qu'on fait pas d'abonnement, parce qu'on pourrait se dire: «On fait de l'abonnement», mais non, moi j'ai envie que les élèves artisanes, ils profitent de leurs cours et qu'ils soient pas là à remplir leur médiathèque en se disant: Il m'en faut, il m'en «J'achète faut. plein de trucs» et donc oui, comme toi, tu as envie qu'ils écoutent le podcast, enfin, Mmh. jusqu'au Qu'ils bout et utilisent, pas ouais. qu'ils donc ouais, on en a parlé toutes les 2 à d'autres occasions, mais c'est très difficile de trouver une façon de faire avec l'immatériel. Mmh. L'immatériel plus en France qu'ailleurs, peu de valeur. D'ailleurs, ça m'étonne pas quelque part que Netflix ait été inventé ailleurs qu'en France, que la façon de faire payer de l'immat. Nous, on s'est dit, on va légiférer, on va mettre Adopi ou je ne sais quoi, Tu raison. pour Et la plate protéger la création intellectuelle, alors qu'aux États-Unis, ils se sont dit comment la faire payer. C'est très, ouais, ouais, très ouais. différent comme posture, en fait. Et la Euh, plateforme française de streaming, que je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a essayé de ouais, percer, a fermé, quoi. ouais, non, mais c'est ça. On a un problème avec ça, peut-être aussi parce qu'on est le pays on a longtemps, enfin, toujours d'ailleurs, une tradition d'art et de culture et du mécénat, etc. Je trouve ça très bien. Mais moi, j'ai aucun mécène qui finance Artisanne, donc, Ouais. Et puis tu parlais et aussi justement du financement par les marques. Parce que ce dont ouais, on a parlé aussi oui, ensemble, on s'en est parlé, ouais. voilà, c'est comment évolue ce marché des loisirs créatifs ou des arts créatifs en France? Il n'y a pas finalement d'acteurs majeurs qui aient vraiment les moyens, comme dans d'autres Non, secteurs. Dans la exactement, parce que mode, dans le lifestyle, etc. Dans la déco, il y a toujours des marques assez puissantes et même françaises, hein, qui vont arriver à investir et par exemple à financer aussi des programmes TV. oui, Euh, Pourquoi on n'a pas exactement. de programmes TV sur le DIY? C'est parce qu'il n'y a pas d'annonceurs pour les financer. Et pour être très honnête, moi, j'ai creusé un peu le sujet et effectivement, même avec des gens dont c'était le métier, des grosses boîtes de production audiovisuelle, et ils ont dit bah oui, mais derrière il y aura pas d'annonceurs, donc on peut pas. Euh, Ouais. c'est difficile parce qu'effectivement, on voit des boîtes comme nous, qui, comme toi, comme moi, où on a envie de faire plein de choses, mais on peut pas être financé. Puis il faut qu'on garde notre indépendance aussi. On s'en parlait. La ligne éditoriale, il faut à la fois qu'elle soit libre et à la fois, ça serait pas mal si on recevait des financements. Il faut on n'est pas dans la mode, on n'est pas dans la cosmétique, donc c'est vrai que beaucoup d'élèves m'ont dit mais pourquoi vous demandez pas
Mais en fait, il faut se rendre compte que les marques n'ont pas ces budgets-là, ou très peu, ou très ponctuellement. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que le plus gros, des plus grosses, un des plus gros pouvoirs aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, par le biais des réseaux sociaux ou non. Mais moi, quand je vois combien de gens me disent, bah, je t'ai connu parce qu'un tel était dans une association de couture, et bah, j'ai jamais agi sur ces canaux-là, et pourtant ça Mmh. s'est fait. Donc, un des secrets, c'est de produire des choses de qualité. Ça règle mon problème, mais pas le tien, parce que il faut, moi, les gens vont ensuite acheter. Euh, Ouais. et puis, je pense qu'il y a un problème de prise de conscience aussi. Moi, j'ai reçu des messages à la suite du live qui me Mmh. disaient, mais pendant le confinement, vous faisiez 3 fois par semaine des masterclass, alors ça nous donnait envie d'acheter, etc. Oui, mais en fait, pendant le confinement, on tournait pas, on faisait ça bénévolement, et toute l'équipe était sur le pot de 8 heures à minuit parfois, comme j'animais les Ouais. masterclass. Donc oui, ça nous a fait connaître et tout, mais c'est impossible. Enfin, Tu ça peux pas prend tenir dans du la temps, durée. le contenu. Ça prend du temps. En fait, quand toi tu fais un podcast, ça va te prendre le temps que tu vas passer avec moi, mais avant les questions et après le montage, etc. Et Ouais, résultat, c'est 1, 2 journées de travail, c'est ça. peut-être plus. Et voilà. Et donc c'est pareil pour un cours artisan, c'est des jours et des jours de travail, des jours de ou une masterclass, et on adore en faire. Hein. En vrai, si on pouvait, on ferait que ça. On adore, c'est un lien direct, c'est gratuit, mais on gagne plus notre vie. Et en fait, si on fait ça, on met la clé sous la porte. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc c'est pas Ah, c'est facile. C'est pas non, facile du et tout. puis c'est très trivial, quoi. C'est finalement, il y a pas de secret, économiquement, ça peut pas tenir. Et Mais donc oui, il faut se dire que bon, moi j'avais pas signé pour ça, entre guillemets. On sait jamais qu'on signe pour ça quand on est chef d'entreprise, mais oui, je peux passer des heures à parler de contenu et à m'enthousiasmer pour des cours, etc. Mais oui, je vais regarder 250 fois le chiffre qu'on fait par jour, parce qu'en fait derrière, bah faut payer les gens, et il faut être viable, il faut être fiable pour ses partenaires économiques, etc. Et donc en fait, je suis toujours dans cette tension entre la passion pour le contenu, ce qu'on fait, etc., et la réalité qui fait que si économique. on veut le faire, il faut générer assez d'argent, quoi. Et donc Ouais. c'est sans, sans, sans vénalité aucune, en fait. Non, Voilà. non, c'est juste, c'est notre travail, en fait, donc c'est normal qu'on soit payé pour. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et ouais. Moi, juste pour compléter, tu vois, moi, quand j'appelle, régulièrement à faire un don pour moi, tu vois? Et en plus, ça me met dans une position pas très agréable, hein, tu vois? Et en plus, quand je le fais, des fois un peu plus fortement qu'une autre fois, de dire: «Bah, voilà, vous pouvez soutenir mon travail, c'est mon travail maintenant à temps plein et cetera. Vous pouvez le soutenir en me faisant un don sur PayPal ou Tipeee, machin». Je me dis: «Ah allez, ça va, je vais en recevoir quelques-uns, c'est cool tout ça». Et puis en fait, le quelques-uns, c'est un ou 2, tu vois? Et donc déjà, il y a ce côté où en fait c'est assez, enfin, c'est pas que c'est désagréable non plus parce que mais tu vois, il y a si je faisais le parallèle, c'est limite je fais la manche, quoi. Parce que en fait, je vous ai déjà proposé ce contenu, gratuit que vous avez écouté, vous avez aimé et tout ça, enfin, j'ai que des retours, super enthousiastes. Mais derrière, tu vois, le nombre d'heures que j'ai passé à me faire des nœuds au cerveau pour me dire: «Mais pourquoi en fait, j'ai pas des personnes qui me donnent même 1 €, 2 €?» Sauf qu'en fait, comme il y a 15 000 auditrices, et bah, si chacun me donne 1 €, le financement de l'année, il est plié, quoi. Moi, j'ai pas besoin de 25 000 €, gagner 25 000 € sur le podcast, en fait. J'ai juste besoin, de voilà, aller, un mi-temps, ouais, peut-être un peu plus que 15 000 €, mais bon, bref. Voilà, j'ai pas besoin de 1 000 et 200, et donc moi, je suis toute seule et j'ai ma pression, à moi toute seule, tu vois? Donc je comprends, plus le côté où en plus, tu as la responsabilité, du travail d'une vingtaine de personnes avec leur foyer et cetera. Donc c'est d'autant plus de pression pour toi.
Bah, je vais pas m'en plaindre, je l'ai accepté en choisissant de faire ce Oui, oui. métier et c'est normal que j'accepte la pression. Mais oui, si j'avais un message à faire passer à l'occasion de ton podcast, c'est peut-être qu'on est là, artisane, toi avec Femin, pour apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie intérieure. On parlait Mm. de combien ça pouvait libérer l'apprentissage, la créativité, etc. Et donc, on oublie enfin, rien n'a plus de valeur. Et le paradoxe, c'est que parfois les gens refusent de le valoriser. Mm. On a un peu dévié de l'acquisition à la valorisation de ce Mm. qu'on fait, mais le fait que ça soit immatériel et qu'on puisse y accéder sans ouais, je parlais des problèmes de stock aussi. Ben, un cours en ligne, il n'y a pas de stock. Un podcast, c'est dispo quand on veut. Et le fait qu'il y ait ni matérialité, ni, et que ça soit du loisir, ça n'a plus de valeur. Alors qu'au contraire, je trouve que ça a une énorme valeur et vous pouvez beaucoup, beaucoup aider à ce qu'on continue à être là pour vous. Et je suis pas alarmiste, mais je veux juste, c'est vrai que je parle souvent de ces sujets parce que je pense qu'on a nous, par exemple, artisanes, les gens se disent toujours qu'on est une énorme boîte Mm. parce que on nous prend pour beaucoup plus gros qu'on est en réalité, et que donc on sera là tout le temps. Quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai. Ouais, si vous payez pas, on sera pas là, et on survivra pas. Alors Mm. voilà, on est une boîte à l'équilibre. Il faut mais on n'est pas. À l'équilibre, ça veut dire que ça ne permet pas de faire des gros projets d'investissement. Parce Non, que, non, voilà, le chiffre d'affaires compense, entre guillemets, exactement. quelque part, les frais. Et Mais donc ça veut dire qu'il n'y si a pas de grosse marge, quoi. exactement, c'est ça. Alors il y a peut-être des choses que nous on peut ajuster pour générer plus de marge, etc. Pour faire des projets, mais il y a aussi l'idée que peut-être il faut que le consommateur se rende compte, parle de nous. Et en fait, je parle pas tellement à nos élèves parce qu'ils sont très souvent convaincus de notre valeur, mais je parle à ceux qui osent pas ou qui vont nous écrire en service client, nous dire bah oui, mais en fait vous faites payer en plus pour du loisir. J'ai déjà eu ça comme bah oui, Mais mais en alors, fait t'as quand pas vous honte? payez un cours de piano, un professeur de piano qui vient, vous acceptez. Donc donc voilà, déjà les élèves, la communauté, que ce soit de podcast ou donc de Femin ou d'Artisanes, parlez de nous. Vous nous soutenez beaucoup quand vous parlez de nous. C'est ce que vous nous demandez ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. Et ben juste parler de nous. Ça change pas mal la donne. Moi, je veux bien qu'ils me donnent des sous, quand même. Et voilà, dans ton cas, bah, peut-être comme le podcast n'est pas forcément monétisable facilement, euh, vous pouvez contribuer sur Tipeee ou sur PayPal. Nous, vous pouvez acheter des cours. Voilà. En fait, pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas, osez essayer. Mm. Nous, on a des cours gratuits en plus, donc ça vous permet de vous lancer sans risque. Mais osez essayer, osez voir la différence, osez voir le travail qu'il y a en amont. Voilà. Ouais. Bon, c'est hyper intéressant. Après, je veux pas refaire tout le débrief du live parce qu'il était déjà très complet, donc on va s'arrêter là pour cette partie-là. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est toujours pareil, tu vois, sur Instagram, on montre que la partie très lisse, souvent pas forcément les failles, les vulnérabilités, les moments de doute, etc. Et parce que, enfin voilà, parce que c'est comme ça, on n'a pas forcément envie de s'apitoyer sur notre sort et tout ça. Et tu vois, moi, là, ces derniers temps, j'ai vraiment pris justement aussi le truc un peu dans la tête en me disant, je passe au moins la moitié de ma semaine sur le podcast et ça me rapporte, j'ai encore fait le calcul ce matin, parce que comme toi, forcément, je regarde les chiffres, par mois, depuis le début de l'année, 450 € pour le podcast, par mois, brut. Hein, donc 22% de charge et, et qu'est-ce que je vais dire d'autre, et voilà, 450 € de facturation mensuelle par mois. Donc fatalement, sur un mi-temps, c'est pas jouable, quoi. Donc, tu vois, pareil que toi, j'ai l'impression de tourner un peu en boucle là-dessus et de me dire, c'est un peu
ouais, c'est quasi obsessionnel, quoi. C'est bon. Bref, passons à autre chose. Je Mais voulais te demander. sachez-le, vous qui nous écoutez, qu'on cherche Ouais, par tout moyen à, trouver des solutions pour vous proposer ce qu'on fait. ouais, exactement. Euh, Je voulais aussi te demander les meilleurs moments, parce que là, donc, on a Ouais. parlé un peu de trucs chiants, etc. Tu Ouais. parlais aussi, vous aviez eu des belles galères avec votre site web. Donc, pareil, je vous invite à aller écouter directement. Mais sur les meilleurs moments de ces 9 ans, si tu peux Oh nous là faire un là. petit. Ouais, c'est compliqué, hein, 9 ans, c'est beaucoup. Non, ouais, non, mais c'est pas compliqué en fait. Le confinement. Le confinement, voilà, il y a peu de gens qui ont trouvé Ouais. que c'était un bon moment, mais nous, on a été utile. Mm. Et se rendre utile, c'est ce qui est qui est mon Mm. moteur personnel. Ouais, Donc t'as raison. forcément, Ouais, ouais, pareil. euh, le confinement, parce qu'effectivement, on faisait ces masterclass gratuites qui sont toujours disponibles sur YouTube et on a eu un lien incroyable avec les élèves, avec les professeurs qui ont accepté, avec notre équipe audiovisuelle qui était à l'autre bout de la Mm. France, mais qui a quand même trouvé des solutions et qui l'a fait bénévolement. Euh, et on a, à ce moment-là, certes connu une forte croissance, mais c'est pas pour ça que ça a été un bon moment. C'est aussi pour ça, mais le bon moment, c'est parce qu'en fait, avant ça, il y avait des liens avec les élèves, mais on n'avait pas encore une communauté. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé qui n'a jamais faibli. Je Une je sais pas énergie. comment dire, mais on était regardés dans les hôpitaux, on nous écrivait de partout et d'ailleurs le Noël qui a suivi, des centaines de clients se sont parlé entre eux, se sont réunis et nous ont envoyé plusieurs cadeaux. On recevait des colis tous les jours du 1er au 24 décembre. On a été Ok, couverts de cadeaux faits main. trop bien. Avec les cours artisanes qui avaient été réalisés. Ils s'étaient parlé entre eux, je sais pas comment ils s'étaient retrouvés, par les réseaux sociaux, par le chat de YouTube, et ils avaient monté une chaîne une chaîne humaine. On a reçu plus de 200 présents, je crois, Oh, purée. tous faits main. Euh, et, et en fait, voilà, c'est un de mes meilleurs moments parce que j'ai su pourquoi je faisais ça, j'ai su que Mm. c'était vraiment utile, j'ai su que les gens aimaient vraiment les cours. Et au sein de notre équipe, il y a eu une union très forte avec les Mm. professeurs aussi. Voilà, donc oui, paradoxalement, le confinement. Mm. Et pourtant, voilà, j'avais mes enfants, J'imagine que ça doit il fallait être. faire l'école, il fallait Arrête. gérer les vannes, on était à distance, c'était apocalyptique, on savait pas Ouais. comment on allait s'en sortir. On avait tous des proches touchés aussi, Mm. mais voilà. Nos élèves, on les aime à un point que qu'on peut pas imaginer, on les aime vraiment beaucoup. Super. C'est une super, ouais, une superbe expérience que vous avez vécue, c'est chouette. Euh, Il y a, il y a deux choses aussi dont je voulais parler avec toi. C'était le moment où vous avez investi le monde de la formation professionnelle, Oui, et puis celui de la couture, et, et puis celui de la cuisine, oui, des arts culinaires. Alors, sur la partie formation professionnelle, si c'était à refaire, tu referais? oui, oui, Ouais. oui, oui. Alors, Heu, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, moi, c'est un monde que je connais bien parce que j'ai travaillé pendant 6 ans dans ce domaine de la formation professionnelle, et donc je sais à quel point c'est compliqué, c'est quand on est très organisme compliqué. de formation, ouais, pour, arriver déjà à être, certifié Qualiopi, et puis, donc qui est le sésame, indispensable, pour pouvoir être un organisme de formation, «digne de ce nom», on va dire, entre guillemets, et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié à la certification professionnelle. Et moi, la boîte dans laquelle j'ai bossé, on était à la fois organisme de formation, éditeur de la plateforme d'e-learning et certificateur. Donc, on cumulait un peu les problèmes, quoi. Et donc, toute cette partie-là avec le CPF, France Compétences, tout ça, c'est hyper complexe. C'est très, très complexe. On Ouais, n'imagine pas quand on met le doigt non, dedans, on se dit: «Ça va être simple», pas ouais, du tout. ouais.
Et donc, tu poursuis quand Pourquoi je même. le fais quand même? Et pourtant, on n'est pas sorti des embûches, mais je pense que ça aussi, c'est le quotidien d'une entreprise. Pourquoi je le ferai quand même? D'une part, parce que dans notre ADN, c'est très logique, parce que tout simplement, artisane, c'est quoi? C'est l'apprentissage, et on apprend aux gens à creuser leur passion. Et quelque part, la brique suivante, c'est la profession pour beaucoup, surtout depuis qu'il y a des reconversions. Donc on va de la passion à la profession. Ça s'est fait aussi un peu par hasard parce qu'en fait, au départ, on a juste fait des cours vidéo pour préparer au CAP couture, parce que j'avais envie de passer le CAP couture. Résultat, moi, Pour j'ai jamais revenir eu aux le temps besoins. de passer. Mais voilà, pour revenir à ces histoires de besoins, c'était mon rêve. Donc voilà, j'avais proposé à Christine Charles d'animer ces cours-là. Qui ont marché, mais alors en cours vidéo, en autonomie. Et encore une fois, on a souvent des gens qui nous disent mais on peut pas financer avec le CPF des cours vidéo artisanes. Non, c'est pas possible et c'est normal parce qu'en fait, les cours vidéo seuls, vous n'avez pas de suivi pédagogique, vous n'êtes pas dans une démarche de formation au long cours et la formation professionnelle, donc ce que finance le CPF et avant les DIF et etc. C'est un apprentissage de niveau professionnel où vous êtes encadré, où vous êtes suivi. Et pour les entreprises et donc les organismes de formation, il faut avoir un numéro et il faut être déclaré comme organisme de formation et donc avoir le label Calliope, enfin le certificat. Ça demande de remplir tout un cahier des charges qui est beaucoup plus lourd que des simples, c'est pas forcément, mais c'est pas juste des cours vidéo que vous suivez seul dans votre coin et puis vous irez passer Des l'examen ou exigences. pas. Voilà. Il y a énormément d'exigences. L'une des premières, c'est d'avoir Calliope. C'est donc un certificat avec un cahier des charges. Il y a des audits pour l'avoir, des audits de renouvellement et puis des audits de contrôle et des audits et des audits et des audits. Ça va te parler, Mélanie. C'est assez lourd comme Ah procédure. ouais, c'est clair. Ça nous C'est a pour pris beaucoup tous de les temps. services de l'entreprise, hein. C'est pas parce Oui, que moi j'étais au ça concerne. marketing, mais non, non, Oui, j'en ai mais bouffé. Ouais. on ne doit pas faire n'importe quoi quand on est organisme de Calliope et qu'on fait du marketing. Surtout maintenant, parce que il faut pas aller faire de la pour le coup, c'est une autre stratégie. On peut pas faire de démarchage. Il y a plein d'obligations légales. Bon, je vous passe les détails, Donc c'est pour ça mais donc on est que alors, je voulais juste faire une parenthèse. C'est pour ça que quand on vous appelle pour vous démarcher au téléphone, pour vous vendre quelque chose avec le CPF, nous, ça nous agace au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'en fait, oui, évidemment, personne ne doit faire ça. c'est N'importe, complètement interdit. voilà, n'importe quel organisme de formation sérieux ne fait pas ça. Mmh. Mais du coup, ça a pas mal terni Ça un a peu l'image. créé, Voilà, et ça a c'est créé un ça, flou. Ouais, ça a terni l'image et du coup la loi s'est renforcée et donc est devenue parfois trop sévère sur ouais, c'est certains clair. points et donc nous on peut plus Mm, faire ce qu'on souhaiterait faire et mm, parfois on peut même pas vous parler à vous qui êtes intéressés, donc c'est le ouais. paradoxe. Mm. Donc c'est d'autres enjeux marketing, c'est d'autres complexités, mais oui, on a eu Calliope en juin dernier. On était déjà organisme de formation, mais par le biais de notre professeure qui était elle-même, Mm. donc Christine Charles, qui était elle-même Mm. Calliope, donc sur les CAP couture floue, on le dit bien, c'est un partenariat entre nos deux organismes, on travaille main dans la main, mais nous sommes maintenant nous-mêmes Calliope. Et pour vous dire combien, parce qu'on nous pose beaucoup la question, le chemin est semé d'embûches. On a plein d'autres formations qui sont prêtes, qui sont faites. Donc on a travaillé dur pour les faire et qu'on peut pour l'instant Pas proposé. pas proposer parce qu'on n'a pas réussi pour l'instant à être accepté par mon compte formation. Puisque comme les barrières, il y a 3 ans, il suffisait de s'inscrire et Mm. on était référencé sur mon compte formation. Là, c'est plus le cas. On s'inscrit, on dépose un dossier. Nous, ça fait 5 fois maintenant qu'on le dépose. Parce que des organismes peu scrupuleux dans les mêmes domaines, donc de la couture, etc., à distance, ont pas bien suivi leurs élèves. Ils sont devenus beaucoup plus méfiants et nous, on a du mal à leur prouver que nous, on va être sérieux et qu'en fait, on fait déjà ce métier-là par le biais d'un autre organisme et qu'on est très sérieux. Donc voilà, ça fait 5 fois qu'on est refusé. Et j'en parle de façon
complètement transparente parce que je trouve que c'est aussi important de dire que d'une part, rien n'est simple, que c'est un combat, que vous nous posez la question de quand est-ce que nos formations seront éligibles, etc., qu'on fait tout ce qu'on peut, mais que parfois, voilà, le chemin est long et parfois injuste, c'est normal. Enfin normal, non, mais en tout cas, C'est habituel. c'est habituel. C'est le boulot de chef d'entreprise, mais qu'il faut s'accrocher et que la formation professionnelle, je suis ravie que les choses se soient un peu, comment dire, que ça soit plus la jungle. Il y a eu, Mais oui, parfois, un oui, gros c'est plus tri la jungle. effectivement avec toutes ces actions, de Et vous contrôle. regardez les avis quand vous voulez vous voulez payer une formation avec le CPF. Et j'insiste, le CPF, c'est pas de l'argent gratuit, c'est votre argent. Vous avez C'est cotisé. cotisé pour, donc rendez-vous compte de la valeur que vous allez donner à une formation. Euh, et donc voilà, si vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez envie de faire de votre métier, enfin de votre passion un métier, c'est une super démarche, mais réfléchissez-y, valorisez-le, engagez-vous et puis surtout regardez les avis sur Internet parce que bon, alors il y a beaucoup d'organismes qui mettent eux-mêmes des avis et ça se voit en général parce que vous verrez, tous les avis se ressemblent un peu, mais renseignez-vous sur les organismes parce que nous, malheureusement, on paye un peu pour eux aujourd'hui, pour ces C'est clair. organismes pas Ouais, scrupuleux, mais en plus, on récupère leurs élèves qui nous disent j'ai été lâché dans la nature, c'est pas normal. ouais. Être organisme de formation, c'est pas de l'e-learning, c'est beaucoup plus que ça. Vous devez être suivi, vous devez rendre des devoirs, vous devez avoir des interlocuteurs humains, et voilà, c'est super important. Nous, on espère qu'on y arrivera, qu'on vous formera comme on vous forme déjà sur le CAP couture parce que c'est aussi extrêmement gratifiant Mmh. de vous accompagner dans des tels moments de vie. Enfin, Mélanie, Ah je oui, sais pas non, si c'est tu pareil. considères que toi, c'est un peu une Mmh, reconversion. Je pense aussi, c'est très particulier. mmh. Alors, moi, je pensais pas tant à la mienne parce que moi, je fais toujours du marketing finalement. Je le fais Oui, dans un finalement. cadre un peu différent, mais effectivement, il y a la partie podcast où, évidemment, il y a 20 ans, je t'aurais pas dit que j'allais faire du podcast. Mais non, je fais le parallèle aussi effectivement avec les auditrices. Il y en a une certaine partie, qui, sont dans ce cadre de reconversion ou en tout cas de créer une activité, complémentaire autour du DIY et de se professionnaliser. Donc, effectivement, moi, c'est là où je veux aller aussi. Mais donc je suis en train de monter un programme audio d'accompagnement à De l'entrepreneuriat formation, ouais. créatif, mais je n'irai jamais sur le marché de la formation professionnelle. Jamais de financement CPF parce que je sais à quel point c'est compliqué. Donc jamais, tu vois, ça sera jamais je pourrai, enfin jamais je me lancerai là-dedans, quoi. Parce que voilà, je sais toutes les embûches qui vont se Ouais. présenter à moi et j'ai pas la force en fait pour faire ça. Je me sens pas du tout de faire ça. Mais donc ça veut Oui, dire, voilà, que c'est un financement, que les personnes, doivent, prévoir elles-mêmes. Après les budgets, pour les formations professionnelles sont aussi plus importants que les formations en autonomie, dans la mesure où justement il y a il y a pas nécessairement un accompagnement pédagogique à la hauteur de ce qui est proposé dans les formations, heu, qui sont finançables par le CPF. oui, c'est ça. Nous, par exemple, on propose le CAP en autonomie totale. Mmh. Bon, vous êtes aux alentours de 400-500 euros. Quand il y a un suivi pédagogique, vous êtes autour de 2000-2005. Mmh. Les deux sont possibles et d'ailleurs, tout ne correspond pas à tout le monde et il y a des Ouais, gens à ouais. qui on va dire: «Mais ne faites pas de formation professionnelle. Vous allez très bien vous débrouiller seul, vous êtes Mmh. autonome, vous avez déjà un bon niveau». Posez-vous la question de la bonne formation pour vous. Mmh. Ça, c'est très important et puis pour accrocher un peu avec le début de cet entretien, c'est marrant parce que nous, on accompagne beaucoup de gens donc en reconversion et c'est beaucoup de burn-out, Mmh. très fréquemment. Hem, De manque de sens aussi? de manque de sens, l'un étant souvent lié à Mmh. l'autre, mais oui, et parfois on «récupère» entre guillemets des gens dans un mauvais état, qui ont beaucoup souffert Mmh. et ça, ils savent pas forcément où ils vont aller dans cette reconversion. Mmh. Hem, Mais ils savent que ça j'ai leur fait du bien. Oui, et ils savent pas quel est le projet
professionnel derrière, il y en Derrière. aura un, mais ils savent pas exactement lequel. Alors ils auront peut-être besoin aussi d'une formation pour trouver lequel, mais Venez, même si venez. ça qu'il y a des sujets. Mais en tout cas, je pense que c'est ça aussi, c'est très gratifiant dans notre Mm, métier, c'est c'est que certain. qu'on est là dans un moment très particulier de la vie et qu'on a encore une fois l'impression d'être utile. Ouais, carrément. Et alors, ce shift vers la cuisine que vous avez fait il y a quelques années, c'était il y a combien de temps? 3 ans? 2 ans, 2 2 ans, ans? 2 ans tout. Comment ça s'est passé? Moi, c'est une partie que j'ai un petit peu moins suivie, parce que je suis quand même Oui. plus loisir créatif que cuisine, même si évidemment je cuisine tous les jours, comme tout le monde. Ben, écoute, on fait des arts du fil, on faisait déjà des beaux-arts et des arts plastiques aussi. On faisait pas de cuisine. Alors, c'est un peu le contre-exemple de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'aurais, j'ai toujours eu envie d'avoir des cours de cuisine, des vrais cours, c'est-à-dire pas des recettes, etc. J'avais des sujets je me disais, bah tiens, je voudrais suivre des cours sur la découpe, suivre des cours spécialisés sur les pâtes ou voilà, quelque chose avec une thématique et des techniques fortes, exactement comme j'ai pensé en art, enfin comme je l'attendais en art du film. Aujourd'hui, la cuisine, pour l'instant, ça n'a pas décollé. La cuisine, la pâtisserie et j'ai aucun problème à le dire. Peut-être que ça décollera. Il y a, on se disait tout à l'heure que c'était toujours facile d'expliquer a posteriori. Pourquoi on avait réussi, c'est plus difficile d'expliquer pourquoi ça marche pas. Bah, encore une Euh, fois, je pense qu'il n'y a pas un truc qui peut expliquer, tu vois. oui, non, je Une pense qu'il y en somme a plusieurs. ouais, de plusieurs choses. Ouais. Je pense qu'il y a le fait que nous, on a un ADN art du fil très fort, et ça, on Mm, savait que ça serait un défi. C'est-à-dire que l'équipe est elle-même très art du fil, on pratique toutes les arts du fil, etc. Donc, trouver les bons cours, nous-mêmes les porter. On avait au départ des blogs, des Insta, etc. Donc, mm. on, on, on était en lien avec la communauté. Et moi, quand j'ai commencé, et je dis ça vraiment sans aucune fierté, mais j'étais un tout petit peu connue dans le milieu. C'est-à-dire que j'avais un Mmh. blog, il était connu. J'ai basculé une partie Mmh. des gens qui me lisaient sur Mmh. Artisan, et ils ont essayé mon cours gratuit, etc. Donc, il y a eu un pied à l'étrier qu'on n'avait pas qu'on n'a pas en cuisine. Pour autant, tu Euh, aurais pu te dire, enfin, c'est d'ailleurs, j'imagine, un des points au départ, de se dire, bah, on est quand même sur des clientes qui sont pile les clientes qu'on peut avoir côté cuisine, côté art Eh culinaire. ben oui, on s'est dit que si nos clientes, je dis clientes parce que c'est 90% Mmh. de 95%, mais que nos clientes soit elles-mêmes cuisineraient, soit mettraient en avant nos cours auprès de leur mari, par exemple, parce il y a plus d'hommes qui cuisinent que d'hommes qui cousent aujourd'hui. Donc on s'est dit, ça serait peut-être Ah oui, c'est pas bête. Oui, c'est vrai. et bah non. Déjà, parce que les hommes ont pas le même rapport. C'est un fait, hein, juste à Apprentissage. l'apprentissage. Mmh. Euh, ils sont moins consommateurs, en tout cas sur des domaines manuels, etc. On dit, et j'aime pas les clichés, mais on dit que les hommes demandent moins leur chemin. Bah, c'est un peu ça. Ils vont Ouais. moins se dire comment apprendre, ou en tout cas, alors heureusement, ça change et ça évolue, et j'ai pas du tout envie de tomber dans des stéréotypes de genre. Mmh. Mais en tant que, pour le coup, marketeuse, etc., on le constate. Alors c'est en train de changer, mais on les a pas convaincus pour l'instant. On pourrait se dire que le marché est bouché aussi. Je pense qu'il y a un marché pour la cuisine. Je pense que c'est pas le problème pour le coup, mais en revanche, pour exister, et on se parlait de référencement et d'acquisition, on a déjà du mal à acquérir sur notre propre marché. Mmh. Alors créer du contenu sur Investir, un ouais. marché Mmh. où on n'existait pas du tout et Mmh. percer sur celui-là, c'est aussi compliqué. Et puis on s'est rendu compte avec notre site qu'on avait des problèmes de référencement, et donc autant dire que quand on n'existe plus, Mmh. nos élèves nous trouvaient, mais les gens qui nous connaissaient. Donc ça va peut-être changer là. On commence à accélérer un peu sur la cuisine. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'élèves qui nous avaient dit au moment où on a lancé la cuisine, ah bah
C'est intéressant, mais moi, je fais de la couture. La cuisine, j'aime bien, mais c'est pour mon plaisir. La couture, je m'y investis complètement Ouais. aussi. Donc, qui avait même peur qu'on fasse moins de couture, ce qui n'a jamais été le cas. On n'a pas voulu abandonner les arts du fil. D'ailleurs, je pense qu'en termes de production, on produit 10% de cuisine et beaux-arts versus 90%. Après, on n'a pas un catalogue ridicule. On doit avoir une cinquantaine de cours. Ah ouais. On a des super profs. Donc, voilà, on a envie qu'ils vivent et on a vraiment d'excellents cours, donc on aimerait Allez-y. trouver l'énergie de le faire vivre, de le Ouais. faire connaître. Mais alors, je te disais, 3,5% du budget marketing, qu'est-ce qu'on choisit en fait? Bah On oui. choisit de le mettre où? Enfin, du budget total, c'est du marketing, et on se dit, bah, il faut déjà qu'on relève le défi. Donc, je pense qu'être chef d'entreprise, c'est aussi parfois savoir reculer, savoir Mmh. temporiser. Aujourd'hui, Arbitrer. la cuisine existe. Mais en fait, ce qui nous fait vivre, c'est les arts du fil, et on voit qu'on a d'énormes défis sur les arts du fil. Donc, des défis d'acquisition sans parler, des défis sur le site, des défis sur la formation professionnelle. Et donc, on met notre énergie là-dedans en attendant d'être capable d'être plus rentable qu'on ne l'est. On est rentable, on n'est pas assez rentable pour investir sur la cuisine en acquisition. Donc voilà où on en est. Tu vois, je suis assez transparente sur nos Ouais. défis, mais c'est la réalité aujourd'hui. Après, moi, je vous recommande le cours de cuisine parce qu'en vrai, c'est génial. Et alors après justement, ça t'incite pas à avoir une politique aussi, de prix un peu, plus agressive? Mais je pense que ça va à l'encontre de ta philosophie, marketing. Parce que tu pourrais dire: «Bon, bah, ces cours, ils sont déjà produits. Bon, bah, allez, je fais régulièrement, des petites promos par-ci par-là», pour arriver à les rentabiliser un tout petit peu plus. Oui, alors peut-être que même on pourrait tester autre chose sur la cuisine. Alors oui, tu l'as dit, ma philosophie, c'est qu'il faut absolument valoriser le cours vidéo, et donc il faut pas le brader, Mmh. parce que qui dit brader dit qu'on envoie un message qui est mon contenu. Sa vraie Moins de valeur, ce valeur. n'est pas celle que j'affiche, et la vraie valeur, c'est celle à 10 € ou 5 €, ou comme je l'ai vu sur un site américain récemment, 79 centimes de dollars pour un accès à vie sur un catalogue de, je sais plus, des milliers de cours. Bon, bref, le marché Ouais. américain n'est pas le nôtre, et ils sont Oui, des les centaines coûts de sont millions. différents, mais quelque part, j'ai l'impression, je sais pas si c'est un biais, mais je crois que c'est le biais de confirmation où, quand toi, tu es déjà persuadé de quelque chose, tu vois après le truc, bien plus facilement. Où en fait, à un moment donné, acheter quelque chose à moins 70, ça n'a aucun sens. Ça veut Bah, dire pour que moi, ça n'a aucun sens, oui. le reste du temps, on te prend pour un jambon, quoi, quand on arrive à te le vendre à 100 du prix. Et Donc en même temps, je sais pas toi, mais même moi, je fais le check quand j'achète quelque chose sur internet. Je regarde toujours s'il n'est pas en promotion, parce que d'accord. j'ai l'impression que si je le paye euh, au tarif affiché, c'est que j'ai loupé quelque chose. Et tu te fais En tout avoir. cas, c'est Ouais, ce qui s'est passé ces derniers temps. ouais, ouais. Avec certaines marques qui arrivent à sortir de ça, parce qu'elles ont un discours très affirmé, où elles disent que, bah, par exemple, des 1083, Mmh. des Cézanne dans un autre genre, ou en tout cas en mode, mais c'est en mode, c'est pas sur de l'immatériel, où elles disent, Et bah, c'est en mode nous, on fait responsable. jamais de solde. Ouais, et c'est en mode responsable. Et comme on le voit récemment avec le slip français, qui vient d'annoncer qu'il réduisait tous ses prix de moitié, le problème, c'est qu'on a beau pratiquer le juste prix, bah, si on vend pas, ça nous mène droit, droit dans le mur. Donc, on Ouais. est face à ces tiraillements. Donc, chez Artisan, nous, on fait des périodes de promotion que nos consommateurs, nos élèves connaissent bien en général. Voilà. Alors, j'aime pas l'expression Black Friday, mais on fait le vendredi coloré, on fait des soldes, on fait des choses comme ça. Mais on refuse de solder nos cours à des moins 70%, etc. On fait des tarifs de lancement, on fait Mmh. des choses comme ça, mais c'est rarement au-delà de 30%. Mmh. Euh,
et jamais sur tout le site. Si on a des soldes sur tout le site, ça va être 10% par là, 40% par là, mais voilà, enfin, ça va jamais. Bon, là encore, c'est des stratégies, mais en tout cas, on veut pas brader nos cours. On trouve que c'est pas respectueux pour les professeurs. On trouve que c'est pas respectueux pour notre propre travail. On aurait l'impression de dénigrer ce qu'on fait. Peut-être qu'on vendrait beaucoup plus, peut-être qu'on ferait plus de volume, peut-être que je me trompe, mais j'y arrive pas. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne conclusion parce que finalement, tu vois, quelque part, les recettes pour vendre, et ben c'est comme tu le disais, on cherche quand même tous un peu la promo parce que on est tous pareils et que tu préfères même avoir un -10 ou un -15% que un 0%, enfin, de payer le prix fort. Enfin, le prix fort. Le prix normal, le prix affiché. Et donc, quelque part, ces mécaniques-là, elles fonctionnent, mais tu peux avoir envie de faire différemment. Mais la réalité, c'est que cette mécanique, elle fonctionne. Donc, là, au moins, tu es aligné avec tes valeurs. Tu Oui, je essayes. suis alignée avec mes valeurs et puis par ailleurs, je trouve qu'on vit un contexte conjoncturel compliqué, que je comprends que le prix que nous on affiche est juste, mais que le budget et d'ailleurs parfois le prix qu'on affiche est même pas assez cher à mon sens, Mmh. mais parce Mmh. que je trouve que la valeur qu'on propose est énorme, mais que la bourse de nos Mmh. élèves est ce qu'elle est contrainte comme pour des millions de Françaises et de Français, et que donc il faut aussi pouvoir répondre à ça et rendre nos cours accessibles. Et d'ailleurs, je dis nos périodes de promotion, si elles permettent à quelqu'un de s'acheter un cours qu'il n'aurait pas pu s'acheter sinon, moi je suis très heureuse. C'est juste que je veux qu'elle reste raisonnable pour pas non plus envoyer un message Mmh. mensonger et dévalorisant pour nos professeurs et pour nous et pour les savoir-faire qu'on défend. Ouais. Voilà. Et ben Donc écoute, c'est in medio stat virtus. Voilà, là, quelque part, il y a un juste milieu et on essaye de le trouver. On mmh, s'ajuste comme on peut. ouais. C'est nos boulots de chef d'entreprise et j'espère qu'on les fait pas trop mal. Et ben écoute, merci beaucoup pour, cette, transparence effectivement, hyper intéressante, que ce soit dans le live ou, ici aujourd'hui parce que, hem, tu vois, on a été quand même, toi et moi, biberonnés au marketing un peu pushy, un peu agressif et cetera, avec, des marques qui ont une éthique, des fois un peu douteuse et cetera. Donc, c'est chouette de revenir à quelque chose, tu vois, où on perçoit aussi l'essence de tout ça, la réflexion qu'il y a derrière, la difficulté, la réalité en fait, économique, des entreprises où, quand tu es, hem, je vais dire, simple salarié, mais avec des gros guillemets, tu vois? Donc pas du tout péjoratif, mais quand tu es pas dans ces rouages-là, forcément tu n'en as pas conscience Non, et donc c'est quand même, voilà, la réalité est bien plus complexe que ce qu'on peut voir sur Instagram, par exemple. oui, c'est souvent lisse sur Instagram, Mmh. mais je pense qu'il faut dire la vérité. C'est et souvent elle est très bien accueillie en plus. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Beh, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Anne-Sara. Et puis, Merci Manon. voilà, on va vite, aller regarder le catalogue. Je vais pas inciter, pousser à la consommation, mais si vous cousez, si vous brodez, si vous patronnez, si vous voulez, coudre des sous-vêtements, déjà, vous pouvez aller écouter l'épisode de Charlotte Jobert Oui, et c'est puis la vrai. retrouver en tant que professeure. Oui, c'est vrai que vous pouvez retrouver Charlotte, Mmh. Et plein ça d'autres. fait partie des belles aventures d'artisanes, les histoires avec les professeurs qui deviennent très proches. On aime les élèves, mais aussi les profs. Ouais, C'est une histoire c'est clair. humaine. Voilà. Bah, merci Merci Mélanie. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Me revoici. Comme d'habitude, cette transparence des invités est ultra précieuse. Merci mille fois Anne-Sara. Vous pouvez retrouver Artesane sur Instagram sur leurs différents comptes, Artesane France, Artesane Art Culinaire et Artesane Art Plastique. Et Anne-Sara a son propre compte également sous le pseudo Annie Coton. J'espère que cette écoute vous aura donné envie d'écouter d'autres épisodes. J'ai plein de chouettes conversations en lien avec la couture, la broderie, le tricot, l'illustration, le travail du papier ou de la terre, l'aquarelle.
Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir mon travail, mais que vous n'avez pas de projet de professionnalisation autour des arts créatifs, vous pouvez le faire avec un don sur PayPal ou sur Tipeee. Vous trouverez les infos sur mon site podcastfemain.fr. C'est évidemment ultra simple à faire. Et on en parlait justement avec Anne-Sara. Je sais qu'on n'a pas vraiment cette culture du pourboire en France, mais peut-être qu'il faut voir ça comme un magazine que vous achèteriez en kiosque ou comme un café que vous me paieriez pour ces heures d'écoute que je vous offre. Bon, moi je bois pas de café ni de thé, donc je veux bien plutôt qu'on dise que ça finance une bonne tablette de chocolat praliné. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.